Bienvenue à nouveau dans Neutrality Studies. Je m'appelle Pascal Lotaz et aujourd'hui nous retrouvons Stas Krepivnik, un ancien officier de l'armée américaine et une excellente source d'informations sur tout ce qui concerne la Russie et la guerre. Stas, bienvenue à nouveau. Stas, welcome back. Merci. Et c'est quand You can do a lot of things. Tu es capable de faire beaucoup de choses, vraiment. Mais tu es toujours brillant quand il s'agit de relier les points entre ces différents domaines. Alors, peut-on peut-être commencer, et c'est vraiment triste qu'on doive le faire, parce qu'il y a tellement de violence en ce moment, de violence internationale. Mais peux-tu nous donner une petite mise à jour sur ta lecture de l'évolution de la guerre en Iran? Parce qu'il me semble que Donald Trump n'en est plus très satisfait, n'est-ce pas? Donald Trump's not very happy with it anymore, is he? Eh bien, je ne sais pas de quoi tu parles. La guerre contre l'Iran est terminée. On est quel jour là? Oui, la guerre contre l'Iran s'est terminée il y a 14 jours. Parce que Trump nous a dit qu'il avait vaincu l'Iran. L'Iran n'a plus rien. L'Iran ne fait rien. Je ne sais pas pourquoi ils ne se sont pas encore rendus, parce que tu sais, il efface complètement l'Iran de l'existence chaque jour. Et d'ailleurs, tout ce qui brûle et qui n'est pas iranien, c'est de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on a entendu hier de la part de Trump, que tout cela relève de l'intelligence artificielle. Et si les médias continuent à diffuser ça dans les informations, ils vont être punis parce que c'est de la fausse information. Tout est faux. Il est vraiment désespéré, n'est-ce pas? Avec toutes les déclarations qu'il fait sur Truth Social devant les caméras, il a l'air tellement désespéré maintenant. Je veux dire, essayer de rallier les Européens, les Chinois et les Japonais pour rouvrir le détroit d'Ormuz, c'est une idée complètement folle dès le départ. It's an insane idea to start with. Je ne pense pas qu'il y ait eu la moindre tentative. Je crois que c'était plutôt un ordre donné aux vassaux, y compris, je suppose, les Chinois, qui sont censés être des vassaux eux aussi. Ils vont vraiment passer un mauvais moment s'ils ne font pas ce que, tu sais, l'empereur Dieu exige. Oui, tu as raison. Et en plus, si tu regardes ces publications, elles deviennent de plus en plus longues et décousues. Je crois que le stress commence à se voir. Je pense qu'il montrait déjà au moins les premiers signes de démence. Parce que, enfin, on peut comparer son premier mandat et le début de son second, la façon dont il parlait. Il utilisait des mots beaucoup plus simples, des phrases plus simples, et il sonnait davantage comme un gamin de 13, peut-être 12, voire 11 ans, que comme un adulte. Je ne dis pas qu'il ait jamais été l'homme le plus sage ou le plus intelligent, sauf si vous lui demandez personnellement, ou à ceux qui croient qu'il est l'élu. Mais on pouvait voir la dégradation mentale. Et, vous savez, si vous êtes déjà sur cette pente, une pression énorme, surtout une pression énorme quand vous arrivez à la fin de votre présidence, quand vous faites face à beaucoup d'autres problèmes, oui, cela va s'ajouter. C'est une dégradation mentale sérieuse. Et il radote. Je veux dire, dans ses publications sur Truth Social, il radote parce qu'il n'a pas de filtre. Il a besoin d'un filtre. Il a besoin d'un responsable qui prenne ce qu'il a écrit et dise « Non, non, on va effacer ça, ça et ça. » Il a besoin d'un éditeur ou de quelque chose du genre. Eh bien, il n'en a pas. Donc, tout passe directement du cerveau de Trump à votre écran. Et quand il est sur scène, il radote. Il empire. J'ai écouté son dernier discours. Je n'ai jamais entendu autant de bêtises et de mensonges entassés en si peu de temps. Je ne crois pas qu'il ait dit une seule chose vraie, à part peut-être un ou un est. Juste un tas de mensonges, tous destinés à se protéger lui-même et à soutenir Trump. Et c'est hilarant d'un côté, mais très triste de l'autre, et très dangereux. Vous avez là un type dont le leadership est à ce point mentalement dégénéré, juste sous vos yeux. Et de l'autre côté,
Nous avons, vous savez, des médecins et plusieurs titulaires de doctorat. Monsieur Arakchi, Monsieur Ali, pas Abounim, pardon, Ali Sadeh. Comment s'appelle-t-il déjà? Désolé Ali, j'ai oublié. Abou Sadeh. Nous avons le président, et ainsi de suite. Je veux dire, toutes ces personnes gardent une cohésion incroyable, et elles donnent aussi beaucoup d'interviews en ligne, n'est-ce pas? Elles s'expriment de manière très cohérente sur les objectifs de guerre et sur la façon de les mettre en œuvre. Et tout récemment, il y a eu une nouvelle interview sur Sky News où le journaliste a essayé de le pousser à dire quand ils allaient commencer à négocier. Et les Iraniens continuent de dire, en gros, non, nous avons forcé l'autre camp à s'arrêter. Mais il donne ces interviews à Téhéran et invite les médias américains et étrangers. Et ils n'ont absolument pas peur de le faire publiquement, même en Occident. Je veux dire, comment interprétez-vous cette situation? Eh bien, tout d'abord, c'est du courage. Appelons les choses par leur nom. C'est du courage. Je ne vois pas beaucoup de présidents américains ou de dirigeants d'Europe occidentale prêts à risquer leur vie, littéralement risquer leur vie, en participant à un défilé pendant que les États-Unis larguent des bombes à la lisière de la Caroline du Sud. Je suis d'ailleurs surpris que les États-Unis n'aient pas commis un massacre lors de l'un de ces défilés. Je m'y attendais. Je crois qu'à ce moment-là, seule une femme a été tuée et quelques personnes ont été blessées parce qu'ils les larguaient en périphérie. Cela en dit long sur le fait qu'ils aient fait preuve d'autant de retenue et n'aient pas simplement massacré la foule. Oui, au début, je veux dire. Tu vois ces dirigeants aller à Kiev. Et pour ma part, je ne comprends pas pourquoi Moscou le permet. Parce que Moscou le permet bel et bien. Ils se coordonnent avec Moscou. Ils arrivent à Kiev et ils organisent leur voyage de façon à ce que rien ne vole dans leur direction. J'ai toujours dit, tu sais, attends qu'ils soient à une vingtaine de minutes de l'aéroport. Commence à frapper l'aéroport, histoire de les effrayer un peu au moins. Ou, tu sais, s'ils sont dans un train, fais sauter la voie ferrée quelques kilomètres devant eux pour qu'ils s'arrêtent, puis fais-la sauter derrière eux et laisse-les sortir à pied. Ils vont vite comprendre le message, parce que je ne les ai en réalité jamais touchés. Mais ils savent qu'ils ne le seront pas. Ils ont des garanties russes. C'est pour ça qu'ils y vont. C'est toute une pléthore de stars issues de la politique occidentale et d'Hollywood. Ils viennent tous faire leur petite tournée de vacances à Kiev avec Zelensky. Et d'ailleurs, selon l'USAID, du moins d'après les quelques documents qui ont réellement été publiés, puisque la majorité ne l'a jamais été, croyez-moi. Julie, elle a reçu quoi? $1 million pour ce voyage. Angelina Jolie, la première, a eu $1 million. Tous ces gens sont payés pour répondre au rapport. Voilà la différence. Ils savent qu'ils ne vont pas le toucher. En revanche, les gens qui sortent, littéralement, ne savent pas s'ils rentreront jamais chez eux. Mais ce sont leurs proches, et ils font preuve de courage. Et puis, regardez Netanyahou, s'il est encore en vie, il descend dans un bunker. Oui. Et le principal bunker d'ailleurs, c'est le même, sous l'hôpital. Donc, un petit peu de bouclier humain avec son propre peuple. Pendant ce temps, sa femme et son fils de 29 ans vivent tranquillement à Miami. Oui, voilà le leadership occidental. Voilà le leadership occidental moderne. Ils donnent une belle image et font de la vertu ostentatoire, mais ils ne risqueront pas leur propre peau. Oui, c'est une énorme différence. Et petite pause très rapide parce que j'ai récemment été banni de YouTube. Et même si je suis de retour, cela pourrait se reproduire à tout moment. Alors, s'il vous plaît, pensez à vous abonner non seulement ici, mais aussi à ma liste de diffusion sur Substack. C'est pakalota.substack.com. Le lien sera dans la description ci-dessous. Et maintenant, retour à la vidéo. Est-ce que tu accordes un quelconque crédit à ces rumeurs qui circulent en ce moment, selon lesquelles Netanyahou serait mort? Parce qu'on a vu des vidéos étranges de lui apparaissant avec 6 doigts,
et on n'a pas vu de preuves crédibles de sa part depuis 1 ou 2 semaines. Penses-tu qu'il y ait la moindre chance que tout cela soit réel? Oh, tu veux dire comme quand il buvait du café. Sauf qu'il n'avait plus aucune ride. Elles avaient toutes disparu. Sa peau était lisse comme celle d'un bébé. Le café ne disparaissait pas et ne bougeait pas. Et sur toutes ces autres images, ses dents continuaient de disparaître. Tout cela pourrait simplement être des gens qui le trollent, non? Mais il est probablement planqué quelque part dans un bunker, ce qui, soyons honnêtes, serait la chose sensée à faire. Mais Je ne sais pas. Je ne peux pas commenter là-dessus parce que je ne sais tout simplement pas. Je veux dire, les vidéos sont des faux créés par l'IA. C'est assez évident. Elles sont devenues des mèmes. C'est assez évident aussi. Est-il vraiment en vie? Je ne sais pas. Mais, vous savez, même s'il est parti recevoir les justes récompenses qu'il mérite quelque part, espérons que ce soit bien chaud, pour tous les meurtres qu'il a causés, il y en a d'autres qui attendent leur tour. Je veux dire, même s'ils l'ont eu, ils n'ont pas eu le reste du gouvernement. Et encore une fois, comme pour tout gouvernement établi, ce n'est pas un parti à un seul homme. Il y a d'autres personnes impliquées. Il est peut-être le chef, il est peut-être le cerveau, mais il y a probablement quelqu'un prêt à prendre sa place. C'est comme ça que la plupart des gouvernements fonctionnent. Ils reposent sur la redondance humaine. Oui. tout comme on ne peut pas éliminer les Iraniens en tuant l'ayatollah Khamenei, on ne peut pas éliminer Israël simplement en se débarrassant de M. Netanyahou. Au fait, l'homme dont je parlais plus tôt est Ali Larijani, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran. Ce sont des personnes extrêmement compétentes. Alors selon vous, quelle direction prend cette guerre maintenant? Le détroit d'Ormuz, en gros, les Iraniens ont dit qu'ils ne le fermaient pas complètement, n'est-ce pas? Je veux dire, les navires des Nations Amies peuvent passer. C'est ce qu'ils ont déclaré. Les Iraniens continuent d'y faire passer leurs propres pétroliers. Donc, les États-Unis n'ont en réalité aucun contrôle total sur la région. Où en est la guerre, militairement parlant? Oui, en fait, l'Iran, au cours des 18 derniers jours, a en réalité exporté environ 10% de pétrole de plus que d'habitude sur une période comparable. Va comprendre. Et hier, un pétrolier pakistanais a été autorisé à passer et à se diriger vers le Pakistan avec le pétrole. Donc oui, le pétrole continue de sortir. Et les Saoudiens font aussi passer un peu de pétrole par leur oléoduc vers la mer Rouge. Mais encore une fois, l'immense majorité ne va nulle part, et une grande partie a été endommagée. Les infrastructures ont été endommagées. Les États-Unis, tu sais, quand Trump a dit « Je n'ai pas détruit les infrastructures pétrolières de l'île de Kag », eh bien d'abord, ce n'est pas le seul port que possède l'Iran. L'Iran a 5 ports. C'est simplement le principal. Pour le pétrole. Mais il n'a pas fait ça non plus, parce que l'Iran avait déjà dit « Si vous détruisez les nôtres, on détruira ceux de tout le monde. Si nous tombons, nous emportons toute l'infrastructure avec nous. » Et ensuite, que fait-on quand tout est vraiment détruit? Les dégâts déjà causés vont mettre du temps à être réparés, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Et je pense qu'un autre point dont personne ne parle, c'est que les États-Unis ont en gros laissé leurs citoyens là-bas. Débrouillez-vous du mieux que vous pouvez. Eh bien, en Arabie Saoudite et dans toutes ces régions, une très grande partie des travailleurs du pétrole, on parle d'ingénieurs, de techniciens hautement qualifiés, étaient ou sont des Américains. Beaucoup d'entre eux avec leurs familles. Vous pensez qu'ils vont revenir dans cette région? Certainement pas. Vous allez donc avoir un très grand déficit de travailleurs compétents, des personnes qualifiées et capables
de travailler dans ces installations. Personne n'en parle. C'est un peu plus loin dans le temps, mais ce sera aussi un problème parmi beaucoup d'autres. Remettre les choses en marche, comme elles l'étaient, avant la guerre de choix et d'agression de l'Amérique, va être bien plus difficile que les gens ne le pensent. La plupart des gens supposent que, bon, les détroits vont rouvrir, qu'ils finiront par faire la paix et que tout recommencera à fonctionner immédiatement. Non, ce ne sera pas le cas. Il y aura des retards pour réparer les choses. Il y aura des retards pour trouver des personnes capables de les réparer. Il y aura des retards pour faire entrer et sortir les navires. Il va y avoir un effet en cascade à cause de cela. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte ou n'y pensent pas. Mais si vous faites un peu de remue-ménage, que va-t-il se passer d'autre? Il y a beaucoup de problèmes. Et cela, c'est si les usines de dessalement ne deviennent pas une partie intégrante de tout ce système. Dès qu'elles le deviennent, les entités artificielles que sont les États du Golfe commencent toutes à disparaître très rapidement. On pourrait assister à un événement à perte massive, des gens littéralement mourant de soif. Et quand je dis perte massive, on parle probablement de 40, 50, 60 millions de personnes susceptibles de mourir de soif, car toutes ces entités dépendent entièrement des usines de dessalement. J'étais d'ailleurs à Dubaï en 2013 pour un voyage d'affaires, lorsque j'étais directeur de la chaîne d'approvisionnement Eurasie chez Halliburton. Et comme j'aime les lieux historiques, j'étais déterminé à partir à la recherche du Dubaï historique. J'ai cherché partout sur Internet pour trouver des ressources. Rien. C'est quoi ce délire? J'arrive à Dubaï. Je commence à parler avec les habitants. Ils me disent « Oui, le Dubaï historique ». Le Dubaï historique, c'était un petit fort en briques de boue dans un minuscule village avec un tout petit fort. Voilà le Dubaï historique. Il n'existe plus. C'est tout. Il n'y avait pas de Dubaï historique. Il n'y a jamais eu de grande civilisation dans ces régions. Juste de petits seigneurs de guerre avec de minuscules forteresses. Et la grande majorité de la population, qui n'était déjà pas très nombreuse, était nomade. Voilà. Tout cela est artificiellement construit. Tout cela repose artificiellement sur des technologies et des routes commerciales. Ce qui est, soit dit en passant, un autre point dont personne ne parle. Que se passe-t-il quand la nourriture vient à manquer? Dubaï, les Émirats arabes unis, le Qatar, ils ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes. Bon, l'Arabie saoudite a du blé dans le sud au moins, mais elle doit quand même importer beaucoup de nourriture. Que se passe-t-il quand ces autres pays? Eh bien, ils devraient à peu près maintenant être à court de nourriture. Il n'y a plus d'importations qui arrivent. Je veux dire, on pourrait faire venir des choses par avion, mais quand il s'agit de nourrir, quoi? 4 millions de personnes, rien qu'au Qatar. Cela fait environ 3 à 3 millions et demi de travailleurs, et peut-être un demi-million de locaux. Cela fait beaucoup d'avions. Ce genre de produit arrive généralement par bateau. Et nous sommes dans une zone de guerre active, où des missiles volent dans tous les sens et où les vols sont cloués au sol. Alors, les gens font des commentaires stupides. J'ai lu dans les médias suisses que certains se demandaient s'ils devaient essayer de fuir Dubaï ou le Qatar en taxi. Les gars, vous avez regardé une carte? Vous avez vu où se trouvent ces endroits? On ne peut pas simplement traverser un désert comme on conduit de Zurich à Paris. C'est impossible. Enfin bref. Tu pourrais, si tu arrives à monter jusqu'à Riyad. Il y a des routes qui descendent jusqu'à la Mecque et Médine. Mais oui, enfin, d'abord il faut trouver un chauffeur de taxi. Ensuite, c'est un sacré trajet. Et troisièmement, je ne sais pas combien ça te coûterait. Mais il y a un autre point. Les États-Unis ont en gros abandonné leur population civile. Je veux dire, la Russie a évacué ses civils, la Géorgie a évacué ses civils, et la Russie aidait et est prête à continuer d'aider.
D'autres pays y sont parvenus. Les États-Unis ont simplement laissé leurs civils sur place. Aucun effort n'a été fait pour les évacuer. En fait, tu sais, le deuxième jour, ou c'était le troisième, j'avais une vidéo dans l'une de mes mises à jour. Ce journaliste, en filmant, appelle la ligne d'urgence mise en place pour cela par le département d'État, le ministère des Affaires internationales. Et voilà l'enregistrement. En gros, ne comptez pas sur le gouvernement américain pour vous sortir de là. Survivez du mieux que vous pouvez. Donc, le gouvernement américain, sans parler des quelques 2000 soldats et civils dans la zone verte et dans les 2 autres bases en Irak qui ont été touchées. Personne n'en parle, même s'il y a des opérations de combat là-bas chaque jour. Tôt ou tard, ils vont manquer de provisions et de munitions. Et ensuite, la zone verte est frappée et l'un de leurs systèmes Phalanx a été détruit il y a 2 jours. Ce sont les systèmes anti-aériens et anti-missiles que vous voyez. Ces petites unités ressemblant à R2D2 avec un canon Gatling qui en dépasse. La zone verte, c'est bien zone en Irak, à Bagdad. C'est à Bagdad. C'est une immense zone dans la ville, aménagée comme une zone sécurisée pour l'ambassade, les sièges d'entreprise et d'autres encore. Oui, donc l'un de leurs principaux points de défense a été détruit. Il y en a peut-être d'autres maintenant, mais ils ont été abandonnés. Et vous savez, il y a aussi les gens en Arabie Saoudite. Croyez-moi, s'ils travaillent pour Aramco ou pour beaucoup d'autres entreprises, enfin, j'ai moi-même reçu une offre d'emploi d'Aramco, des professeurs, des Américains, des cadres de différentes sociétés. Il y a beaucoup de monde. Ce n'est pas seulement le pétrole et le gaz. Et ils sont là avec leurs familles. Ils ont tous été laissés sur place. Survivez du mieux que vous pouvez. Les États-Unis auraient pu former des convois pour les amener au moins jusqu'en Jordanie, puis les faire évacuer de Jordanie ou descendre jusqu'en Égypte. Ils auraient pu essayer de les faire monter jusqu'en Turquie, même si cela aurait été difficile. Enfin, je ne sais pas, Al-Jolani est leur ami maintenant, donc ils les auraient probablement laissés passer. Mais ils auraient pu faire quelque chose, et ils n'ont rien fait. Ils ne savent pas, mais ils s'en sortent quand même mieux que les pauvres âmes coincées maintenant dans ces bases, celles situées juste sur le golfe, n'est-ce pas? D'après toi, non? C'est toi qui m'as dit qu'ils n'avaient même pas pris la peine de construire de vrais bunkers dans ces bases. Oui, ça m'a vraiment choqué quand je l'ai appris. Tu sais, j'ai passé mon temps dans les blindés et l'infanterie. Et puis, eh bien, à part les unités de commandement, tous les officiers finissent tôt ou tard par aller à l'état-major. Mais, tu vois, en tant qu'officier de blindé, en tant qu'officier d'infanterie, le fait qu'ils n'aient pas construit de bunkers est hallucinant. Comment ça, ils n'ont pas construit de bunkers? Je parlais avec un ami à moi. Je faisais une interview avec lui, Pascal Lotaz, qui occupe une position assez importante dans la société géorgienne. C'est un ancien officier d'infanterie, d'abord soviétique puis géorgien. Et il me dit, « Attends, comment ça? Je n'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que tu veux dire? » C'est la même réaction que tout le monde de notre milieu a. Juste quoi? Mais oui, ils n'ont pas construit de bunker. Premièrement, ils s'attendaient à ce que cette guerre soit très, très courte. Et deuxièmement, il y avait une confiance absolue dans les systèmes anti-aériens. Or, ces systèmes, au mieux, sont à court de munitions. Au pire, ils ont été détruits en cours de route. Et d'après ce que j'ai entendu, c'est désormais la panique. Les Saoudiens ont dit à l'armée américaine, « Débrouillez-vous, nous ne vous aiderons pas. Nous sommes neutres. Survivez comme vous pouvez. » Ils sont donc coupés de ce soutien. On parle d'évacuer les bases, une évacuation massive. Mais pour aller où? Je n'en sais rien. Supplier les Saoudiens de les laisser passer, peut-être, car ces bases sont absolument intenables. Les Iraniens détruisent systématiquement les infrastructures. Ils n'ont pas encore vraiment commencé à s'en prendre aux casernes et à ce genre d'endroits.
mais ils s'y attaqueront tôt ou tard. Yet, but they'll get to that sooner than later. But these guys, yeah, they don't have bunkers. Mais ces types, ouais, ils n'ont pas de bunkers. Ils n'avaient pas prévu ça. C'est dingue. Je veux dire, comme je l'ai déjà dit, pour quelqu'un avec mon expérience, c'est incompréhensible de ne pas construire de bunkers. Tu commences à creuser des bunkers dès que tu décides où sera ta base. Tu creuses les bunkers et ensuite, tu construis tout le reste. Tu sais, même Halliburton, Schlumberger, ces entreprises-là, en Irak et dans d'autres régions similaires, elles ont des bunkers sur leur base. Mais ouais, les types de l'armée de l'air et de la marine, eux, ils en ont jamais construit, ce qui est fou. Il y a peut-être quelques bases qui en ont, mais d'après ce que je sais, non, ce qui encore une fois est insensé. Et maintenant, ils paient pour leur stupidité. Que veux-tu faire? Ils ont nulle part où se cacher. What do? You got no place to hide. Et ce matin, nous avons également eu un rapport indiquant qu'ils ont en fait, je crois que c'est le Gerald Ford, n'est-ce pas? Le porte-avions qui est en mer depuis environ 10 mois, et qu'ils ont effectivement eu un incendie. Ils disent que le feu s'est déclaré dans l'une des buanderies à cause du séchage du linge. Bref, un incendie à bord. Il leur a fallu un certain temps, environ 3 heures, pour l'éteindre. Supposons que tout cela soit vrai et qu'il ne s'agisse pas de dommages externes, mais que ce bâtiment commence maintenant à brûler sans même avoir été attaqué. Et apparemment, environ 600 marins ont été touchés par cet incident, car leurs quartiers ont été détruits par le feu. Qu'est-ce que cela nous dit sur l'état de la marine américaine? J'ai l'impression qu'ils sont vraiment sous pression, très fortement sous pression. Et Donald Trump ordonne maintenant l'envoi de plus de personnel dans l'océan Indien, apparemment. Alexander Mercouris interprète cela comme n'étant peut-être pas tant lié au détroit d'Ormuz, mais plutôt à une tentative d'intercepter les pétroliers iraniens. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Comment voyez-vous la suite des événements? Eh bien, tu te souviens de ce que je te disais tout à l'heure à propos des systèmes en cascade. Tout cela en fait partie. Je veux dire, un porte-avions. D'abord, tu sais, un porte-avions, c'est énorme. Il y a 5000 personnes à bord, et ils sont en mer depuis 11 mois, ce qui représente une contrainte énorme pour le corps et l'esprit humain. Mais c'est un grand espace. Maintenant, regarde ces destroyers. Ils sont là-bas comme navires d'escorte depuis tout aussi longtemps. Ils ont des équipages d'environ 350 personnes sur un espace bien plus restreint. Ils sont encore plus à l'étroit. Personne ne parle de ces destroyers, ni des sous-marins qui s'y trouvent. Mais tous ces systèmes sont extrêmement techniques et interdépendants. Et oui, les équipages sont épuisés. Je veux dire, réfléchis-y, être en mer pendant 11 mois. Normalement, ils font des rotations de 6 mois. 11 mois, c'est insensé. 11 months, is insane. They haven't been to port 11 months. Ils n'ont pas accosté depuis 11 mois. C'est une énorme pression mentale et physique pour les gens. Vous savez, quand ils font des escales, elles sont très courtes, juste pour faire le plein ou se réapprovisionner. Mais les gens ont besoin d'une pause. Physiquement, les gens ont besoin d'une pause. Vous savez, cela vient d'un civil, un type qui a eu 5 sursis pour le Vietnam. Trump, 5 sursis. Le type qui disait que ceux qui avaient dirigé la guerre du Vietnam étaient tous des imbéciles, qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Le grand tacticien Trump, qui a eu 5 sursis, aurait pu montrer à tout le monde de quoi il était capable, devenir officier. Bien sûr, il ne l'a pas fait. Il ne l'aurait pas fait. Et il ne le fera pas. Et aucun membre de sa famille non plus. Mais vous savez, c'est de la maltraitance. Simplement de la maltraitance envers des gens. Même s'il n'y avait pas de combat, même si ce n'était pas une guerre illégale, c'est quand même de la maltraitance. Les garder là-bas, c'est tout simplement mal. C'est la situation avant même que ces moyens ne soient utilisés. Je veux dire,
Nous parlons déjà d'un désastre majeur pour les États-Unis, et nous n'en sommes qu'à la première moitié de la 3e semaine. Mais ils ne sont même pas encore entrés en combat. L'état des forces armées américaines semble bien pire que ce que nous pensions. Même nous, les critiques, pensions « Ah, ils ne seront pas capables de projeter autant de puissance. » Mais qu'ils projettent autant de faiblesse, c'est une énorme surprise pour moi. Tu sais Tsahal, ou les FDI. Tsahal, c'est en russe. Les FDI étaient censés être la principale force militaire du Moyen-Orient. Enfin, jusqu'à ce qu'elles entrent à Gaza et prouvent que ce n'était pas le cas. Elles en sont très très loin. Tu sais, le truc avec les brutes, c'est qu'elles évitent généralement les bagarres. Elles peuvent se battre 1 ou 2 fois pour établir leur réputation, et de temps en temps, elles s'en prennent à quelqu'un de plus faible pour la maintenir, cette soi-disant réputation. Mais elles ne veulent surtout pas risquer d'affronter quelqu'un capable de leur faire du mal. Parce que même si elles gagnent, les dégâts qu'on leur inflige montrent à tout le monde autour qu'en fait, elles ne sont pas invincibles. Elles ont encaissé pas mal de coups. Et là, les autres se disent « Tiens, peut-être que je peux le battre, ou que 2 ou 3 d'entre nous peuvent le faire. » Parce que, regarde, son armure a des fissures. Et c'est exactement ce que l'armée israélienne a montré à Gaza. Elle est entrée, a tué beaucoup de gens. Mais 2 ans plus tard, ils se battent toujours. Ils n'ont pas été brisés. Et cela montre bien que oui, l'armée israélienne n'était pas la grande force redoutée par tout le monde. Elle s'est embourbée dans le sud du Liban. Bien sûr, elle est efficace pour tuer des civils, mais elle n'est pas très douée pour combattre. Et c'est ce que les États-Unis montrent maintenant. Oui, d'accord, les petits pays, on peut les écraser, mais une puissance régionale encaisse tout ce qu'on lui envoie et riposte. Et cette infrastructure que les États-Unis ont construite pendant 30 ans, elle a été démobilisée et dégradée, en fait pratiquement détruite, dès les 4 ou 5 premiers jours. Et maintenant, l'Iran démantèle systématiquement ce qu'il en reste. Et les États-Unis ne peuvent rien y faire, sinon rester safe out. Alors, qu'est-ce qu'ils visent exactement? Je n'ai pas vraiment suivi parce qu'il est difficile de savoir. Les États-Unis et Israël ne diffusent pas vraiment ça au journal du soir, le type d'installations qui ont été attaquées. Mais d'après vos sources, que savez-vous de ce que les Iraniens cherchent à atteindre? De plus, au cours des 2 premières semaines, les Iraniens ont simplement utilisé leur ancien stock de missiles, ce qui est assez remarquable. Et récemment, ils ont commencé à utiliser leurs modèles plus récents, y compris des missiles rôdeurs, quoi que cela veuille dire, mais apparemment, ils sont encore plus difficiles à intercepter. Pouvez-vous nous donner une mise à jour à ce sujet? Oui, les loitering munitions sont des munitions rôdeuses. La Russie les utilise depuis le premier jour. En gros, on envoie un missile dans les airs et il vole simplement en rond, car il dispose d'une capacité de carburant suffisante. Il survole la zone à la recherche d'une cible. Donc, on ne l'envoie pas forcément en sachant exactement ce qu'on veut frapper. On cherche une cible d'opportunité. Il reste en vol pendant que des drones ou des unités de reconnaissance d'infanterie sont déployées sur le terrain. Évidemment, cela fonctionne un peu moins bien dans le Golfe Persique, mais on a des drones qui cherchent une cible et des munitions déjà en vol. Donc, vous voyez une cible, disons un char ou une voiture de commandement, quelque chose de ce genre. Normalement, vous la repérez, vous la signalez, il lance l'attaque, et le temps que vous ayez la possibilité de la détruire, elle peut déjà avoir disparu. Ici, vous la voyez, vous la signalez, et il y a déjà des munitions qui volent tout autour. Ça arrive directement, et ça la neutralise. Donc vous obtenez un temps de réaction très rapide. Comme je l'ai dit, la Russie travaille avec ce type de système depuis 4 ans, très efficace. C'est donc un point. Ils se battent.
Ce que nous voyons maintenant, c'est qu'il passe à la phase 3. La phase 1, c'était du matériel bon marché, ancien, enfin pas bon marché, mais plus ancien, et des drones plus vieux, des missiles balistiques datant de 15 ou 20 ans. Ils ne les ont pas utilisés pour saturer la défense antiaérienne ennemie. Ça, c'est la phase 2. Ils les ont utilisés pour aveugler l'Occident, ou plutôt, pas vraiment l'Occident dans ce cas, les États-Unis et les Israéliens, en détruisant tous ces radars et en frappant sans relâche, en plus de viser les radars THAAD. D'ailleurs, il y a 4 ou 5 jours, des vidéos venues de Corée du Sud montraient, de nuit, qu'ils faisaient discrètement sortir ces systèmes pour les charger dans des avions et les envoyer en Israël. Donc ils dépouillent leurs ressources partout, maintenant. Merci d'avoir énervé la Chine et la Corée du Nord, Corée du Sud. On s'en va. Au revoir. Bonne continuation. On reviendra quand tout ça sera fini. Peut-être. Et la même chose pour le Japon, tant qu'à faire. Merci d'avoir joué les pantins. On s'en va maintenant. On se reverra quand ce sera terminé. Ça ne doit pas mettre ces dirigeants de bonne humeur. C'est un peu comme dire, eh bien, maintenant vous connaissez votre place dans la grande hiérarchie des choses. You know your place in the big hierarchy of things. Israel rules. Just on a side note, the Israël Japanese, domine. took the decision Petite remarque au passage. to start building Les Japonais ont décidé il y a 2 ans de commencer à construire leur propre système de défense antimissile. Ils savaient que cela prendrait 10 ans. Donc c'est un peu comme dire, oui, vous avez environ 8 ans de retard. Mais cela était déjà bien compris il y a 2 ans. Et ce n'était pas à cause de la pression des États-Unis. C'était parce qu'ils avaient compris que les États-Unis ne sont pas fiables. Bref, un tout autre théâtre. S'il vous plaît, continuons avec ce qui est visé et quelles sont les 3 phases. Donc la phase 2, submerger le système américain. overwhelming the US the Right. system. So what happened was Ce qui s'est passé, c'est que le temps de préparation pour une attaque est passé d'environ 40 ou 45 minutes à peut-être 5 minutes, parce que ces stations radars avancées ont été détruites. Les yeux avancés ont disparu. Ces radars auraient détecté le lancement. Donc au moment où les missiles commencent à être lancés, ils sont déjà sur les écrans. S'ils se dirigent vers Israël ou vers une base américaine plus à l'intérieur, ils disposaient autrefois de 45 minutes pour réagir. C'est un laps de temps énorme. Maintenant, il n'y a plus de radar pour détecter quoi que ce soit. Les systèmes THAAD ont été détruits en Arabie Saoudite. Autrement dit, ils ont disparu aussi en Jordanie. Il n'y a plus de détection. Au moment où on les voit arriver, ils ne sont plus qu'à 5 minutes. Ton temps de réaction est évidemment minimal, donc beaucoup de choses commencent à passer. C'est encore la phase 2. Tu lances beaucoup d'équipements plus anciens. Tu vas plus loin à l'intérieur, mais maintenant tu les utilises pour saturer et submerger les systèmes antiaériens. Parce que non seulement tu attires le feu des missiles lancés pour détruire ton matériel ancien, mais au moment du lancement, les radars s'allument. Quand les lanceurs tirent, leurs positions sont identifiées et les drones suivants, ou une seconde vague, peuvent désormais cibler ces plateformes. Donc maintenant, tu détruis aussi l'infrastructure même du système antiaérien, pas seulement leurs missiles. Tu fais les deux et tu affaiblis leur défense. Et une fois que cela est effectivement fait, on passe alors aux choses coûteuses. C'est à ce moment-là qu'on sort les gros jouets et qu'on commence à frapper les infrastructures clés qui seraient normalement défendues. C'est là que nous avons vu le Hezbollah tirer environ 200 missiles, quelque chose qu'ils ne ferait normalement pas en si grand nombre, car ils seraient interceptés. Mais ils l'ont fait, et ils ont volé, pour la plupart sans être armés, jusqu'à leur cible. Donc oui, c'est là où nous en sommes maintenant. Et il n'y a rien que les États-Unis puissent faire pour arrêter cela. Rien qu'Israël puisse faire. Leurs systèmes sont submergés, leurs munitions sont à des niveaux minimaux et critiques. Et en ce qui concerne les infrastructures dans le Golfe Persique, nous avons vu ces 5 pétroliers Strata en feu. C'est ce que fait l'Iran.
This is what Iran is doing, and you have somewhere, I don't know where. Et ils ont quelque part, je ne sais pas où, je ne pourrais même pas deviner d'où, des images satellites. Parce que tu sais, Donald Trump d'ailleurs a ordonné à toutes les entreprises américaines de satellites d'effacer tout ce qui date des 2 dernières semaines et de ne rien diffuser, ou du moins de le publier avec 2 semaines de retard. Donc, les entreprises américaines sont hors ligne, mais je ne sais pas d'où ils obtiennent ces images. Apparemment, non seulement l'Iran possède quelques satellites, mais d'autres pays alliés de l'Iran en ont aussi. Un petit satellite, je ne sais pas, je ne m'y attendais pas. Je ne comprends tout simplement pas ce qui se passe. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Peut-être que la Russie sert d'intermédiaire pour les États-Unis. Quelle audace! Je veux dire, il n'y a que l'Amérique qui a le droit de servir d'intermédiaire pour la Russie. Ça ne peut pas aller dans l'autre sens. Tu l'as vu venir? Absolument. Je suis choqué. Je te le dis, je suis choqué. Choqué. Vraiment. Je suis désolé. Nous ne devrions pas nous concentrer sur Donald Trump, car c'est un leurre, une distraction par rapport à ce qui se passe réellement. La dernière vidéo que j'ai regardée sur Twitter, issue de sa conférence de presse avant que nous soyons en ligne, le montre en train de dire qu'aucun expert n'aurait pu prévoir que les Iraniens frapperaient les pays qui accueillent des bases militaires américaines. C'est tombé de nulle part. Personne ne s'y attendait. L'ampleur de tout ça, je veux dire, bon, encore une fois, c'est une distraction par rapport à ce qui se passe vraiment. C'est juste incroyable que ce genre de choses circule. Donc nous avons toute cette coopération en cours. Nous avons le ciblage. Nous avons également appris maintenant, à la 3e semaine, que les Iraniens n'étaient pas seulement capables de mener à bien cette stratégie d'attaque à 3 niveaux, mais qu'en dépit des frappes américaines, et ils ont été durement frappés, ils ont aussi été touchés. Cela n'a pas suffi à leur retirer la capacité de continuer. Les Iraniens conservent donc toujours cette capacité. Et chaque jour, le Pentagone nous dit, Pascal Lotaz nous dit, que toute la capacité militaire de l'Iran a été détruite. 95%, 96%, 87%. Et pourtant, ces engins continuent de voler. Ça nous en dit long sur la véritable capacité de l'armée iranienne, n'est-ce pas? Eh bien, ce que cela montre, c'est que la Russie sournoise est passée des machines à laver aux réfrigérateurs pour récupérer les puces fonctionnelles, et aussi les cafetières, et, vous savez, tout le reste. C'est ainsi qu'elle fournit sa technologie à l'Iran et qu'elle maintient ses drones en activité. C'est exact. Parce que tu sais, la Russie n'avait plus de missiles ni de munitions il y a 3 ans et demi. Ça va fermer la voie des moteurs. Ouais. Oui, et des pelles mortelles. Je veux dire, c'est comme des pelles hypersoniques. Donc cette technologie a été partagée. L'Iran passe maintenant à la prochaine génération de pelles hypersoniques. Que Dieu nous vienne en aide. Ils ont des pelles à ogives multiples sur certains de ces missiles balistiques, comme on l'a vu au-dessus d'Israël. Vous savez, c'est quand une douzaine de pelles vous foncent dessus en même temps. Mais tu sais, pour quiconque, Et la dernière insulte pour tenter de saper le gouvernement iranien, c'est de dire que Khamenei est homosexuel. C'est le mieux qu'ils aient trouvé. C'est littéralement devenu leur refrain, parce que selon eux, cela provoquerait une révolution. Ces gens-là, quand on les regarde, c'est de la maternelle dans toute sa splendeur. non, mais c'est vraiment difficile pour nous de garder notre sérieux. Et tout le monde, si vous écoutez et que vous ne comprenez pas la référence à l'appel, alors il est statistiquement très improbable que vous soyez sur cette chaîne parce que vous êtes probablement trop jeune. Mais je veux dire, il y a eu tellement de cynisme que nous avons dû endurer au cours des 4 dernières années.
Et il semble vraiment que vous savez, nous en parlions justement, n'est-ce pas, dans un épisode précédent avec tous les collègues, que l'Occident a commencé à croire à ses propres mensonges. Et c'est le moment où tout prend enfin sens. When it all comes crashing in, the fact that they did believe their own lies. Le fait qu'ils aient cru à leurs propres mensonges les a conduits non seulement dans la guerre par procuration en Ukraine, mais maintenant dans la guerre contre l'Iran. Et il s'avère que l'Iran n'est rien de ce qu'on en avait dit. Même des personnes très haut placées, occupant des postes importants, pas seulement Trump, mais aussi ceux qui étaient sous ses ordres au sein des structures militaires, semblent avoir cru aux mensonges qu'ils se racontaient eux-mêmes. The lies that they told themselves. You know, like I said, the three big things that came out of yesterday. Tu sais, comme je l'ai dit, les trois grandes choses qui sont ressorties d'hier aux États-Unis sont A. Plus d'images satellites, B. Tout est de l'IA, et C. Khamenei est gay. It's all AI and see Khamenei's gay. That's it. Ils ont vraiment dit ça à propos de l'histoire gay. Ils ont vraiment dit ça? Oui, oui, oui. See, because he's gay and you have to have a revolution. Voyez-vous, parce qu'il est gay, il faut une révolution. C'est sur X, c'est sur d'autres plateformes. Oui, absolument. Cela va provoquer une révolution. Nous les avons tous tués. Cela n'a pas provoqué de révolution. Réfléchissons rapidement. Qu'avons-nous d'autre? Je veux dire, c'est l'incarnation de l'intelligence américaine et de l'esprit de relations publiques, je suppose, à ce stade du conflit. C'est à quel point ils deviennent absurdes. Vous savez, il y a le fait de s'accrocher à des brindilles, et puis il y a le fait de s'accrocher à du vide. Et c'est le niveau qu'ils ont atteint. Le mieux qu'ils puissent faire, c'est il est gay. This is the level they've gotten. This is the best they can do is he's gay. But he fears that. Mais il craint ce genre de... Au début de la 3e semaine, nous en sommes déjà là dans ce désespoir. Cela ne veut-il pas dire que nous nous rapprochons dangereusement du moment où l'on pourrait voir la première arme nucléaire utilisée? From the US, no. Des États-Unis, non. D'Israël, peut-être. Bien sûr, si Israël... Ah, j'en ai oublié un autre, désolé. Il y avait un quatrième point. Tout le monde doit venir ici et nous aider à ouvrir les détroits. Nous n'allons pas le faire nous-mêmes, car c'est dangereux. Alors, apportez vos jetons et faites-le. Je suis désolé, c'était le quatrième point. J'inclurai tout cela dans ma mise à jour. Donc oui, c'était le quatrième point. Je suis désolé, j'ai privé tout le monde de 25% des points. Donc c'est faux. Pas d'imagerie. Il est gay, et c'est votre devoir d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Voilà ce qu'il faut retenir de ces 2 derniers jours. C'est comme vraiment, on en est arrivé là. C'est, eh bien, peu importe sa vie personnelle, je suis assez sûr que cela n'affectera pas l'effort de guerre à ce stade. Personne d'autre ne viendra vous sauver là-bas. Tout le monde a dit « Ah merci, on y pensera l'année prochaine ». Oh, et maintenant d'ailleurs, une partie de cette demande mise en garde était « Les choses vont mal tourner pour l'OTAN si vous ne venez pas le faire maintenant ». Dis-moi, puisque tu es assis là, comment les médias russes rapportent tout ça? Je veux dire, ils doivent s'en donner à cœur joie en ce moment, non? Ouais. Oh oui, c'est le cas. Du côté russe, je ne regarde pas beaucoup la télévision. Je n'ai pas le temps. En fait, j'en ai regardé un peu, mais je n'ai vraiment pas le temps. En revanche, je lis beaucoup de choses qui en sortent. Et oui, il y a quelques éléments à ce sujet. Je veux dire, le caractère absurde de tout cela est juste. La dégradation de tout ça est stupéfiante. Ce n'est pas que le roi n'ait pas de vêtements, il n'a pas de peau. Il est doré, et il n'a pas de peau. Tu sais, à ce stade, pour être un peu cru, s'il se coupe et s'enfuit maintenant, une partie restera encore attachée à lui. Plus il reste, plus il devient doré, car il n'y a aucun moyen de gagner sans recourir au nucléaire. Et là, on entre dans une toute autre ère, dans laquelle on ne veut vraiment pas aller. Avec de possibles contre-attaques nucléaires,
de la part de certains États musulmans qui en possèdent. Et d'ailleurs, ce serait le feu vert pour que chaque pays capable de le faire lance son propre programme nucléaire ou achète celui d'un autre, comme les armes nucléaires du Pakistan ou de la Corée. On parle d'une nucléarisation massive du monde. Ce n'est même plus une question de fermer les portes après que les chevaux se sont échappés de l'écurie. C'est comme fermer les portes de l'étable après qu'elle a déjà brûlé. Tu tiens toujours la porte. Il n'y a pas de guerre. C'est ce que ce serait. Et Trump serait plus susceptible de sortir de la Maison-Blanche menotté avant que tout soit terminé, parce que ses ennemis vont de toute façon se régaler avec lui. La seule question, c'est à quel point tu veux entrer dans l'histoire. Ou alors il devrait passer en mode dictateur total. Tu sais, c'est Israël, d'un autre côté. Mais bien sûr, si c'est Israël qui le fait, Israël a une centrale nucléaire. Elle n'est pas très grande, mais elle existe à une centaine de kilomètres au sud de Jérusalem. Le fait est que le pays entier est sacrément petit. Si cette centrale nucléaire est détruite, le chauffage, l'électricité de secours, les systèmes de refroidissement, tout cela tombe en panne. Et avec la défense aérienne d'Israël pratiquement réduite à néant, ce n'est pas difficile à imaginer. Il y aurait une fusion nucléaire, et cela contaminerait une très grande partie d'un pays très petit. On aurait donc toujours une vaste zone, pas la majorité, mais tout de même radioactive à un certain degré. Et comme le climat n'est pas très humide, le grand avantage d'un climat humide, c'est qu'à un moment ou à un autre, tout est emporté vers la mer. On n'aurait même pas cet atout. Ouais, Si vous êtes dans un environnement désertique, cela ne s'écoule pas vers la mer. Et chaque fois que le vent souffle, tout ce qui est encore radioactif, qui n'a pas disparu par désintégration, est renvoyé dans l'atmosphère. Et tout le monde finit par le respirer, le manger et le boire encore et encore. donc oui, la meilleure protection dont dispose Israël contre ce scénario est en réalité la vision du monde de la direction iranienne. Quand j'ai parlé avec Mohammad Marandi, il m'a répété plusieurs fois « Écoute Pascal, c'est la terre de la Palestine. Nous n'avons aucune intention d'empoisonner la Palestine. » C'est donc une bonne chose pour eux, mais c'est extrêmement dangereux, bien sûr. Peut-être devrions-nous parler un peu non seulement de ce que nous pouvons prévoir, mais aussi de la manière dont tu perçois les évolutions venant de la Russie et de la Chine, ce que cela nous indique. Il y a 2 jours, j'ai eu une discussion avec un chercheur chinois qui n'est pas encore publiée, mais je la mettrai en ligne jeudi ou vendredi de cette semaine. Il faisait remarquer qu'au début de la guerre, les Chinois étaient très pessimistes. Il a dit que, selon la vision chinoise, les Iraniens avaient toujours été trop optimistes à propos des États-Unis et de leur capacité à négocier avec eux, et ainsi de suite. Ils étaient donc très pessimistes et ont retenu une partie du soutien qu'ils auraient pu apporter, car ils ne voulaient pas miser sur un cheval perdant. Maintenant que les Iraniens réussissent vraiment dans leur campagne, il dit que les Chinois deviennent beaucoup plus confiants, apportant davantage de soutien et sur le plan rhétorique, prenant plus ouvertement la défense de l'Iran, ce qu'ils hésitaient beaucoup à faire au début. Quelque chose de similaire se produit-il en Russie? Eh bien, la Russie soutenait déjà l'Iran. Alors, le succès engendre-t-il le succès? Bien sûr que oui. Vous savez, la grande aide qui a vraiment soutenu l'Union soviétique s'est mise en place pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela s'est produit lorsque l'ambassadeur britannique a quitté Moscou en voiture, en direction de Kiev, qui à cette époque se trouvait à environ 120 km au nord de Moscou, environ 90 aujourd'hui. Moscou s'agrandit. C'était juste après le Nouvel An, à la suite de la mort et de la destruction d'une division allemande. Elle avait été encerclée, elle avait été anéantie, je veux dire, complètement anéantie.
Et il a télégraphié à Churchill et Roosevelt. Je pense qu'ils vont gagner. Telegraph back to Churchill and Roosevelt, I think they're going to win. They're going to do this. And that's when Land-Lease Ils vont le faire. Et c'est à ce moment-là que le programme de pré-bail a commencé à arriver de la part des Américains. Et tout cela a été payé. Et soit dit en passant, les Mongols, en termes de dollars, ont donné autant que les Américains. Si on veut aller par là, c'est bien ce qu'ils ont fait. C'était des matériaux un peu différents, mais oui. Mais le succès appelle le succès. Oh, ils ont une sacrée bonne chance de gagner ça. D'accord, on peut les soutenir maintenant. La Russie les soutenait déjà, de toute façon. C'est pour ça que tu sais, tout ce choc et cette stupeur. Oh mon Dieu, ils donnent des coordonnées. Tu ne t'étais pas rendu compte que ça allait arriver. Mais la Russie continue de fournir activement du matériel. Croyez-moi, on ne forme pas des opérateurs et des pilotes de MiG-29, de Su-35 et de systèmes S-400 en 3 ou 4 mois. Ces personnes s'entraînent pendant 1 an ou plus. Alors, faites votre propre jugement sur qui se trouve réellement aux commandes de ces avions et du système S-400, lequel, soit dit en passant, a été retenu jusqu'à présent. Parce que les Américains, les B-2, ont volé dans une certaine mesure, mais la majorité des avions américains et israéliens, y compris les B-52, n'ont pas survolé l'Iran. Quoi qu'on en dise, il n'est pas vrai qu'il n'y ait pas de défense aérienne. Il y en a une. Il y a au moins un système S-400 quelque part, en attente. Alors, ces B-52 arrivent en volant juste au-dessus de l'Iran. Des cibles faciles, idéales. Je m'attendrais à en voir quelques-uns abattus. Donc voilà. Mais oui, je pense que la Chine, d'après ce que j'ai entendu, il se pourrait que cela soit en train de se produire. La Chine ne voit pas seulement que l'Iran peut vaincre, au moins localement, les États-Unis, mais elle en tire aussi d'autres conclusions. Il pourrait célébrer une réunification avant la fin de cette année. C'est autre chose, parce que Taïwan doit être vraiment nerveuse en ce moment. L'armée américaine a montré quel niveau de capacité. Vous savez, le Lincoln a dû s'enfuir. Enfin, appelez ça comme vous voulez, mais le Lincoln a dû s'enfuir. Le F-35. J'en parlais avec le colonel Wilkerson. Il a beaucoup d'informations sur la vache à lait de Lockheed Martin, le F-35. Tout d'abord, le F-35, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un avion censé tout faire. Donc il fait tout, mais vraiment très mal. Vous savez, est-ce qu'il peut faire du café? Non, mais il peut tomber du ciel sur place. Je veux dire, s'il n'a plus de munitions, il peut bombarder des cibles simplement en leur tombant dessus. Il y a d'ailleurs quelques vidéos qui le montrent. Donc, il a peut-être même une machine à café à bord, pour ce que j'en sais. Et ce n'est pas tout. Non seulement ils sont incroyablement chers, mais Lockheed Martin, par contrat, pour l'avionique, la propulsion et certains autres sous-systèmes, a précisé que l'armée américaine, et donc les armées de tous les autres pays qui en possèdent, n'a pas le droit d'entretenir ces sous-systèmes. Seuls les mécaniciens de Lockheed Martin peuvent entretenir ces sous-systèmes. Ils facturent 500 ou 600 $ de l'heure. Et pour les entretenir, évidemment, ils doivent être sur le porte-avions. Donc ils paient, je ne sais pas combien de milliers de dollars par jour et par personne, que Lockheed Martin encaisse, et que ces gars touchent juste pour être là. C'est dingue, non? Mais ce qui est encore plus fou, c'est que l'avion a une distance maximale de bingo d'environ 500 km. Bingo signifie qu'il doit faire demi-tour, sinon il tombe à court de carburant. Et il ne peut pas, donc la moitié du carburant est déjà parti. 500 km, c'est vraiment court. Je veux dire, le F-18, je crois, est autour de 800 km, 700 et quelques kilomètres. C'est à peu près la distance entre Tokyo et Osaka. C'est pas loin. C'est seulement un vol d'environ 40 ou 20 minutes. Maintenant, si c'est un aller simple, s'il n'a pas besoin de revenir,
Il peut parcourir environ 1000 km du point A au point B avant que le carburant ne soit épuisé. Si tu veux aller bombarder l'Iran, alors il faut quand même que tu reviennes. Ouais, tu veux en gros atterrir quelque part d'autre que, tu sais, à l'intérieur de l'Iran ou dans ses environs. Donc il faut disposer de forces de ravitaillement en vol. En gros, toute la flotte américaine de ravitailleurs, la flotte britannique et celle des autres sont là-bas. C'est presque entièrement concentré là. Donc quand ils sont détruits, c'est un coup dur, un très gros coup. En gros, les États-Unis en ont perdu 6. Ils disent que certains peuvent être réparés, mais 6 en 2 jours. 1 a été abattu et 5 ont été touchés au sol. Qu'ils puissent être réparés ou non, c'est pas quelque chose qui va se faire avec des dégâts d'incendie en 1 ou 2 jours. Donc oui, ils sont inefficaces au combat, parce que le porte-avions doit rester assez loin pour ne pas se faire frapper, ce qui veut dire qu'il est de l'autre côté d'Oman. Les satellites chinois les ont repérés, et ils ne peuvent vraiment pas aller très loin à l'intérieur. Eh bien, ça devient encore plus intéressant. Oui, comment cela pourrait-il devenir plus intéressant, Stas? Oh, accroche-toi, ça devient mieux. Tu sais, pour le char M1 Abrams, notre règle de base était 1 heure de fonctionnement pour 2 à 3 heures de maintenance, ce qui est déjà mauvais. Les chars russes demandent beaucoup moins d'entretien. Ce truc-là, si ce que le colonel Wilkerson m'a dit est exact, il parle d'environ 10 à 20 heures de maintenance pour chaque heure de fonctionnement. Donc en gros, tu ne peux pas effectuer plusieurs sorties avec ces engins. Tu décolles une fois, tu reviens, et il reste cloué au sol pendant pratiquement 1 journée pendant qu'ils essayent de le réparer. Et question inefficacité, ça doit être l'avion le plus inefficace jamais construit. Je veux dire, pour son coût, pour le coût de la maintenance et tout le reste, c'est incroyable. Just let me get this straight. So not only does the United States not have Laisse-moi bien comprendre. Non seulement les États-Unis n'en ont pas assez, ces choses coûtent une fortune, et leur capacité de production dépend de la volonté de la Chine d'exporter des terres rares, mais en plus, elles tombent presque immédiatement en panne. Après 1 heure de vol, il faut 30 heures de maintenance. Franchement, c'est un tout nouveau niveau de décrépitude du système militaire. Et je n'aurais jamais cru que le complexe militaro-industriel américain puisse en arriver là. Deux corrections. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils sont excellents, mais tout le système doit être revu, analysé, ajusté, et quelque part, il faut le corriger. Et il faut environ 20 heures pour tout passer en revue. Donc, cela semble être ce que c'est. Peut-être que le colonel Wilkerson a mal entendu, mais il a évidemment des sources militaires. Cet homme est très bien connecté, et je ne fais que transmettre les informations qu'il m'a données. En ce qui concerne, correction, il ne s'agit pas de terres rares, mais de terres rares traitées. Les États-Unis ont des tonnes de terres rares. Elles ne sont pas si rares. Seuls 2 des 17 éléments sont réellement très très rares. Il existe des éléments traces et des formations cristallines dominées par d'autres minéraux ou métaux, et ils peuvent être séparés de différentes manières. C'est coûteux, c'est polluant, et la Chine détient 97% de la capacité mondiale. La Russie possède une usine et double sa capacité au cours des 2 prochaines années. Le reste du monde en détient environ 2%. Les États-Unis ont une usine qui a commencé à le faire, et Trump montrait cet aimant parce qu'à l'état pur, ils sont hautement magnétiques. Ils sont très utiles pour l'électronique, en particulier les systèmes radars, l'imagerie et la radiographie. Certains de ces éléments sont naturellement radioactifs. Donc ils sont utiles pour l'imagerie, les IRM, ce genre de choses. Tous les appareils électroniques modernes les utilisent. C'est juste que les États-Unis ne peuvent pas les produire en masse dans les quantités nécessaires
pour leurs missiles, systèmes de guidage, avions et grands dômes radars. Donc oui, il y a un petit problème à ce niveau-là. C'est comme dire, les légions romaines sont formidables, sauf qu'on n'a pas de production d'acier, donc Carthage doit nous fournir l'acier. À part ça, on va conquérir Carthage et la maintenir sous contrôle. Il y a de petits problèmes là. C'est la même chose, simplement plus moderne. Et d'ailleurs, l'acier est venu avant le fer. Le fer, c'est un procédé de haute technologie. Les gens ne possèdent pas l'acier. Encore une fois, à propos de la manière dont cette guerre évolue, combien de temps pensez-vous que les États-Unis peuvent continuer physiquement à attaquer l'Iran? Oh, ça c'est... Eh bien, ils pourraient continuer à larguer des JDAM sur l'Iran pendant longtemps. Les États-Unis ont beaucoup de bombes classiques et ils fabriquent des unités de guidage et des ensembles de vols planés à y fixer. C'est assez bon marché, tout bien considéré. Ils pourraient le faire pendant très très longtemps. Efficacité? Grande question. Soutien public? Ils n'ont même pas eu ce moment de ralliement autour du drapeau que les États-Unis connaissent habituellement quand ils commencent ce genre de guerre. Et très vite, les prix de l'essence atteignent leurs limites. Il y avait au moins une station en Californie déjà à $8, mais en moyenne, ils sont à plus de $5 et continuent de grimper. L'Union européenne crie et proteste, mais bien sûr, les États-Unis vont simplement l'ignorer. Mais comme les États-Unis pourraient intervenir dans l'industrie pétrolière, du moins à l'intérieur du pays, ils pourraient imposer des contrôles à l'exportation et des plafonds de prix. Ils le pourraient. Mais alors, la classe des donateurs serait vraiment, vraiment mécontente, parce qu'elle tire profit de cette situation. Je me demande simplement, vous savez, la raison pour laquelle il y avait autant de pétrole, c'est parce que nous avons permis à la Russie de vendre son excédent de pétrole. Nous n'avons permis à personne d'autre de faire quoi que ce soit. La raison pour laquelle la Russie avait un excédent de pétrole, et tout le monde aussi, si l'on regarde les graphiques du pétrole, c'est que pendant environ 3 ou 4 mois, avant que tout cela ne commence, les prix du pétrole étaient en baisse. Donc, beaucoup d'entreprises ont conservé leur pétrole au lieu de le vendre. Elles l'ont stocké sur des navires, dans des installations de stockage mobiles et dans des entrepôts terrestres, en attendant que le prix remonte. Oh là là, le prix a augmenté. Donc ma question est la suivante. Baron Trump et les autres, à quel point achètent-ils des actions et des obligations dans l'industrie pétrolière? Cela s'est déjà produit dans d'autres secteurs, et ce n'est pas limité à Trump. C'est simplement ainsi que fonctionne le gouvernement américain. Le délit d'initié est illégal pour tout le monde, sauf pour le Congrès. Le Congrès s'est lui-même exclu de cette petite loi d'ailleurs. Ils ont littéralement une exemption. Donc ils savent ce qui va arriver, qui va obtenir les gros contrats, et ils achètent leurs actions, tout en se débarrassant de celles qui ne rapporteront pas. C'est pour cela que le Congrès est rempli de millionnaires et de milliardaires, même si la plupart d'entre eux sont arrivés avec des salaires de classe moyenne supérieure ou de petite bourgeoisie aisée. Et ils ne gagnent pas tant d'argent que ça en tant que membres du Congrès, tu sais, et pourtant ils sont tous millionnaires. Donc le Congrès est impliqué là-dedans. Et je suis sûr que, tu sais, qui va dire si les plus proches associés de Trump achetaient des actions? Tu sais, les gens peuvent le dire, mais ils ne peuvent pas le prouver. Ou s'ils peuvent le prouver, ils ne peuvent rien y faire, parce qu'il y a toujours, tu sais, une forme d'amnistie. Donc oui, tu sais, regarde, la guerre est une arnaque. Même une guerre perdue reste une arnaque. Les gens continuent à gagner de l'argent. Tu as tout à fait raison, Pascal. Mais c'est pire. Ce n'est pas seulement une arnaque. Enfin, la guerre n'est pas forcément toujours une arnaque. Parfois, elle est nécessaire. Eh bien, la plupart du temps, elle l'est.
Il en contient au moins une bonne partie. Mais le point ici aussi, c'est que pour les États-Unis et le complexe militaro-industriel, peu importe qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils s'en moquent. Ils gagnent de l'argent dans les deux cas, donc ils n'essaient même pas de gagner. Le but, c'est simplement de prolonger le conflit aussi longtemps que possible, parce qu'ils en tirent profit. C'est tout. Ils s'en iraient demain si l'argent disparaissait. C'est encore pire. Je veux dire, des gens gagnent de l'argent pendant qu'il y a une guerre, mais au moins, ils essayent de la gagner, d'obtenir quelque chose. Quand ceux qui la financent s'en fichent complètement. 2 décennies en Afghanistan, 7 000 milliards de dollars dépensés, ils se moquaient bien de gagner ou non. Ils avaient besoin de la prolonger parce qu'ils en tiraient profit. They needed to extend it because they're making money off. Yeah, and if there's the United States Oui, doesn't lose et s'il y a bien une chose, tu sais, c'est que les États-Unis ne perdent pas de guerre. Il y a des moments où ils ne les gagnent pas, mais le complexe militaro-industriel en tire quand même énormément d'argent. Non, je veux dire, les États-Unis n'ont pas perdu la guerre du Vietnam. C'est le Sud-Vietnam qui a perdu la guerre du Vietnam. Quand on est rayé de la carte, ça ne risque certainement pas d'arriver. Et ils le savent, et ils vont continuer à en tirer profit. Stas, c'était encore une fois une bonne mise à jour et de bonnes analyses. Les gens qui veulent te suivre devraient aller sur Mist Slavic Man, Slavic avec un K, sur YouTube et sur Telegram. On peut te trouver ailleurs. YouTube and on Telegram. Anything else they should find you at? Yeah, I've got a Substack, Zmi Garenich. Ouais, j'ai un Substack, c'est moi, Zvigrinik. Et je suis aussi sous le nom de Stanis Kropivnik. On peut inverser tout le nom. Nous, les Russes, on aime les noms longs, d'accord? Malheureusement, je ne publie pas assez dessus, donc ouais, Stanis Kropivnik. Mais ouais, et Zvigrinik, je l'utilise comme toi. Je l'utilise comme sauvegarde en ce moment, en téléversant toutes mes vidéos. Enfin, les vidéos que je mets en ligne sont évidemment des anciennes, parce que j'en ai tout un stock. Mais bon, on ne sait jamais si YouTube va te bloquer ou pas alors. If YouTube will block you or not, so Tout le monde, trouvez Stas dès maintenant. Allez sur Substack, sur X, sur YouTube. Stas Kropivnik, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. thank you. Merci. Thank you.